Donc nous allons passer au deuxième exposé, donc sur un point très complémentaire mais très important également sur les systèmes de production du futur. Donc exposé qui va être fait par Antoine Bévort, qui est le régional de l'étape, si j'ai bien compris, puisqu'il est professeur de sociologie au CNAM, membre du laboratoire CNRS LISE et en particulier président du conseil scientifique de cet établissement. Donc Antoine, 20 minutes aussi. Merci. Bonjour, merci pour cette invitation. Et bien que régional de l'étape, je dois avouer que je me sens un peu, depuis ce matin, comme en visite dans un pays étranger, en tant que sociologue des relations professionnelles. J'espère en tout cas que je vais parler une langue compréhensible de vous tous. Ce qui me rassure, c'est qu'un des scénarios de rupture retenu par l'atelier, c'est un scénario qui préconisait une refonte radicale des rapports sociaux, je cite. Ce que je pense, c'est que cette refonte radicale des rapports sociaux est non seulement un des scénarios possibles, mais que les systèmes de production à venir, aucun système de production à venir ne peut se passer d'une refonte radicale des rapports sociaux. C'est en tout cas l'idée que je vais essayer d'argumenter dans ma communication. Ah, pardon. Ouais. L'idée centrale que je veux développer, c'est qu'il y a, à mon sens, une relation étroite entre les performances économiques et les performances sociales. C'est à la fois une évidence, je pense que tout le monde sera d'accord, et à la fois un angle mort, je pense. Un angle mort à la fois de la pratique et de la recherche. En effet, malgré cette évidence, on a tendance, sinon à opposer, du moins à dissocier les dimensions économiques et les dimensions sociales des performances en entreprise. Or, je pense que l'un ne va pas sans l'autre, du moins dans une société démocratique comme la France. Le problème, pourquoi c'est important? Parce que la France, de ce point de vue, se singularise par une mauvaise qualité des relations de travail, une mauvaise qualité relative comparée aux autres pays des relations de travail. Je pense que cette mauvaise qualité est un handicap grave pour la compétitivité des entreprises, pour la compétitivité de la France, et c'est pour cela que la réforme du dialogue social me semble un enjeu clé pour l'économie française. Comme argument, rapidement, deux observations. Les économies européennes les plus performantes sont celles dans lesquelles le dialogue social est le plus développé, dans lesquelles les syndicats sont les plus forts, dans lesquelles le pouvoir des salariés en entreprise est le plus important. D'ailleurs, dans son récent rapport sur la compétitivité, Robert Gallois reprenait cette idée en disant, je cite, « Les pays qui réussissent sont ceux où le dialogue social est porteur de dynamiques favorables à l'entreprise et à ses salariés. » Le problème, c'est qu'à mon sens, il n'a pas tenu assez compte de cette observation tout à fait pertinente. J'y reviendrai plus tard. Deuxième exemple, qui me semble assez bien documenté, c'est que les entreprises les plus innovantes sont celles où les dispositifs d'information, de concertation, de coopération sont les plus développés. Je n'ai pas le temps de démontrer cela, qui est, je pense, acquis. Alors, pour développer ce plaidoyer en faveur d'une réforme du dialogue social, je rappellerai brièvement, dans un premier temps, en quoi les relations de travail en France sont mauvaises. Ensuite, j'essayerai d'expliquer cette mauvaise qualité des relations de travail par un système de relations sociales qui est à bout de souffle. Et je développerai, dans un troisième temps, quelques propositions de réforme pour débaucher sur des propositions de recherche. Alors, en ce qui concerne la crise française des relations de travail, il y a un diagnostic largement partagé sur l'exception française que constituent ces problèmes au travail, cette grande insatisfaction au travail. Un diagnostic qui est partagé à la fois par les chercheurs, quels qu'ils soient, et par les salariés comme par les employeurs. Alors, les diapositives qui suivent vont essayer de documenter de 4 façons ce diagnostic. D'abord, 3 graphiques qui vont montrer en quoi les salariés estiment que les relations de travail ou les conditions de travail sont mauvaises, et ensuite les résultats d'une enquête du Forum économique mondial qui donne le point de vue des employeurs. Premièrement, donc, premier exemple,
qui présente donc les réponses des salariés d'une douzaine de pays européens à une question sur le stress au travail. Les données indiquent plus précisément le pourcentage des personnes estimant que leur travail est toujours ou souvent stressant. On voit qu'en France, qui est donc à l'extrême droite, on est largement en tête de ce classement. Près de la moitié des personnes estiment que leur travail est souvent ou toujours stressant. Alors qu'en Allemagne ou au Royaume-Uni, c'est un tiers des personnes qui pensent ainsi, sans parler de l'Irlande ou des Pays-Bas, où il n'y a qu'un quart des personnes à estimer leur travail stressant. Le deuxième graphique, je l'ai choisi étant donné le public très industriel, c'est une comparaison sur l'exposition à des risques physiques liés à la posture du travail, à des risques biologiques et chimiques et à des risques ambiants. Alors, il est construit différemment du graphique précédent. Les données sont en indices et exposent la situation relative de chaque pays par rapport à la moyenne européenne. Une moyenne européenne qui est donc 200. Alors que la France a un indice proche ou supérieur à 110 pour les risques physiques combinés. Là encore, aux Pays-Bas, ils sont inférieurs à 90. Au Royaume-Uni, ils sont légèrement supérieurs à 90. En Allemagne, les indices sont un peu plus dispersés, mais la moyenne reste inférieure à 100. À noter, ça aussi c'est assez troublant, que les pays qui sont voisins du classement de la France, qui est donc là, sont des pays comme la Hongrie, la Grèce et l'Albanie. Pas exactement des économies très compétitives. Troisième et dernier exemple du point de vue des salariés sur les relations de travail, les relations hiérarchiques à la française sont des relations conflictuelles. Alors qu'en Allemagne, encore une fois, plus de 80% des salariés jugent que les relations de travail sont très bonnes ou assez bonnes, en Grande-Bretagne 70%, ils ne sont que 50% des salariés en France à estimer que les relations de travail sont bonnes. Ce qui est frappant et significatif, que je n'ai pas le temps d'analyser plus en détail, c'est la convergence entre les trois graphiques. Mais ce qui est encore plus frappant, c'est la convergence avec le point de vue des employeurs. Alors, en septembre ou novembre ou octobre, on a publié l'index global de compétitivité du Forum économique mondial. Bon, je ne m'attarderai pas sur le score global de compétitivité de la France, qui est passé en 3 ans de la 15e à la 21e place, un rang quand même modeste pour la 5e ou 6e puissance mondiale qui reste la France. Ce qui est plus intéressant pour mon propos, c'est le score d'un indicateur qui mesure le degré de conflictualité versus coopération entre les salariés et les employeurs. Je rappelle que dans cette enquête, on interroge dans chaque pays 200 employeurs. Pour cet indicateur, la France se situe au 137e rang sur 144 pays étudiés. Je crois qu'il est assez intéressant de regarder un peu plus en détail le tableau des 10 pays qui se classent le mieux de ce point de vue et des 10 pays qui se classent le moins bien. On constate que la France est classée dans un groupe de pays qui comprend la Mauritanie, la Serbie, le Népal, la Roumanie. La liste est éloquente. En revanche, il n'est pas inintéressant de regarder la liste des 10 pays les mieux classés pour cet indicateur. D'abord, on voit beaucoup de ces pays qui sont très bien classés pour l'indice de compétitivité globale. Et si on connaît un petit peu ces pays, si on s'intéresse qu'aux pays européens, la Suisse, le Danemark, les Pays-Bas, la Suède, la Norvège, sont des pays qui se caractérisent très justement par un dialogue social très approfondi, très important dans ces pays. On peut faire l'hypothèse qu'il y a un lien entre les deux, même si ça nécessiterait, bien entendu, une démonstration plus approfondie. Alors, qu'est-ce qui explique ces mauvaises qualités des relations de travail françaises? Je fais l'hypothèse qu'il faut le rapprocher de la tradition française en matière de relations professionnelles. C'est une tradition qui s'est stabilisée pendant les 30 Glorieuses et qui repose d'un côté sur un pacte social aujourd'hui de plus en plus obsolète et d'autre part sur des acteurs, j'allais dire, de plus en plus fatigués ou de moins en moins légitimes en tout cas. Est-il besoin de commenter ce qui est écrit là? C'est assez connu.
Dans les 30 Glorieuses, il y avait un compromis fordien qui fait que les salariés acceptaient une organisation du travail assez difficile, mais avaient en contrepartie une croissance du pouvoir d'achat. Or, comme l'a fort bien dit Bergeron, il y a déjà quelques dizaines d'années, en l'absence de grain à moudre, ce compromis fordien n'a plus de consistance. Dans les 30 Glorieuses, on a développé un État social, une démocratie sociale. Aujourd'hui, cet État social est en crise. Nombre d'acquis sociaux sont remis en cause. C'est notre actualité quotidienne, pour ainsi dire, pas la peine de développer. Enfin, dans les 30 Glorieuses, il y avait une division assez claire des sphères de compétences entre le patronat et les salariés. Les patronats se réservaient le domaine économique et les syndicats étaient limités au domaine social. Mais quand le domaine social consistait à gérer la croissance, l'augmentation du gâteau qu'on se partageait, ça allait bien. Aujourd'hui, quand la gestion du social, c'est gérer les politiques de restructuration, les politiques d'austérité, cet échange, cette division du travail entre les patrons et les salariés est moins bien accepté. Les acteurs majeurs de ce pacte social sont de plus en plus faibles et sont conservateurs. L'État, selon l'excellente formule de Pierre Rosanvallon, autrefois instituteur du social, acteur pivot du pacte social, est en échec d'efficacité et en échec de légitimité. Il n'est plus reconnu comme le garant de ce pacte social. Les corps intermédiaires, historiquement faibles, en France, sont plus faibles que jamais. La faiblesse syndicale, la division syndicale, singularise, là encore, la France dans l'ensemble du monde. Le taux de syndicalisation en France est le plus bas de tous les pays industrialisés, même derrière les États-Unis. Enfin, le patronat, selon le mot d'un ouvrage de Thierry Philippon, est un patronat assez conservateur, un patronat d'héritiers, et on ne peut pas dire que le patronat français a réellement évolué vers un mode de gouvernance plus partagé, un management moins hiérarchique, un management plus coopératif. Pour résumer les caractéristiques de ce système de relations professionnelles, j'utiliserai bien un anglicisme, bien que le mot soit assez familier du français. On peut le qualifier, ce système, comme adversarial. Le mot n'existe pas en français, ou très peu utilisé, mais je trouve qu'il résume très bien la logique du système des relations de travail à la française. Une logique qui est à la fois antagoniste, conflictuelle, non concertée, peu délibérative, autant de marques d'une société défiance décrite par beaucoup. Et je pense que ce sont ces relations adversariales qui sont un handicap, car elles freinent la mobilisation des salariés, les adaptations de l'organisation du travail, l'innovation et la capacité de la société et de ses entreprises à se réformer, à évoluer. On ne peut pas dire, certains y penseront peut-être, que rien ne se transforme, que rien ne bouge. Effectivement, on vote même une loi en 2007 dite de modernisation du dialogue social. Parenthèse, il n'y a pas de pays en Europe où on parle autant de partenaires, de démocratie, de dialogue que la France. Ce qui était frappant ce matin dans l'exposé de notre collègue allemand, c'est qu'il n'a jamais évoqué cette question. Mais pourquoi? Parce que ça, elle est réglée. Enfin, elle n'est jamais totalement réglée, mais il y a un contexte de dialogue social qui fait que ce n'est pas un problème. En France, c'est un vrai problème. Donc cette loi consiste à faire que toute loi doit être précédée d'une concertation avec les partenaires sociaux. On a réformé la représentativité des syndicats. On a mis fin à un système totalement anachronique où les syndicats étaient représentatifs à vie, peu importe leur nombre d'adhérents. On a fait une première réforme du marché du travail en 2008. Alors, je pense que malgré les avancées, cette modernisation, entre guillemets, du dialogue social n'est pas vraiment une véritable rupture avec la tradition française du dialogue social. J'en prendrai pour exemple les deux grands événements qui ont marqué depuis la présidence de François Hollande la France et qui sont considérés comme des changements historiques. Le rapport Gallois, Pacte pour la compétitivité de l'industrie française, et le récent accord sur le marché du travail du 11 janvier. Alors le rapport Gallois, je pense que vous le connaissez tous. Il est quand même beaucoup plus classique que ce qu'on a dit. Il ne déroge pas à la tradition des rapports sur la compétitivité,
le projecteur est braqué sur le coût élevé du travail, le manque de flexibilité, et accessoirement, il y a quelques mesures pour améliorer la qualité du dialogue social. Mais quand on examine ces mesures, dont sur les 3, j'en ai retenu ici 2, en quoi est-il révolutionnaire d'introduire des salariés dans les conseils d'administration des entreprises de plus de 5000 salariés? Il n'y a pas plus de 250 entreprises en France concernées par cette mesure. Et en quoi est-il révolutionnaire, enfin rénovateur, moderne, d'autoriser les entreprises qui le souhaitent à faire présider leur comité d'entreprise par un salarié et non pas par les patrons, ce qui est quand même une exception française en Europe. C'est quelque chose, une idée absolument bizarre que le comité d'entreprise, perçu comme une institution représentative des personnels, soit présidé par le patron. C'est quelque chose qui n'est pas interrogé qu'en France, enfin qui n'est pas remis en cause qu'en France. Enfin, donc, le rapport gallois comme une rupture, ça me paraît un peu limité. L'accord national interprofessionnel du 11 janvier, je ne vais pas en discuter le contenu, mais la méthode. Le pilotage de l'État est quand même évident. C'est un accord piloté par l'État qui a, pour ainsi dire, passé commande aux partenaires sociaux de cet accord et qui les a menacés de légiférer s'ils n'arrivaient pas à un accord. Deuxièmement, le titre. Le titre est tout à fait symbolique de cette distinction entre, d'une part, la compétitivité des entreprises et, d'autre part, la sécurisation des salariés. Or, ce que je pense, c'est que la compétitivité doit être celle des entreprises et des salariés, et la performance sociale de l'entreprise et des salariés. Les unes sont dans l'interaction dynamique, il n'y a qu'à ces conditions que... Voilà. Alors, je vais accélérer. Le déroulement de la négociation doublement à domicile du MEDEF, chez lui, et c'est lui qui a rédigé les textes, et cet accord est signé par des syndicats qui sont quand même minoritaires parmi les salariés. Donc, il faut réformer le dialogue social. Alors, comment passer, c'est vraiment, mais comme ici on est dans la prospective, on peut être dans l'utopie, comment passer des relations sociales adversariales à des relations sociales partenariales, où la notion de partenaires sociaux prend un réel sens. Je m'inspirerai de ce point de vue-là des analyses d'un politologue hollando-américain, Arend Leipart, qui distingue les démocraties majoritaires et les démocraties de consensus. Dans les démocraties majoritaires comme la France est bien le meilleur exemple, il y a une concentration du pouvoir, il y a entre les mains d'une étroite majorité, et dans les démocraties dites de consensus, il y a le partage, la dispersion et la limitation des pouvoirs. La démocratie majoritaire, elle est compétitive et adversariale, là où le modèle de consensus est caractérisé par la négociation, le compromis. Il y a, à mon sens, un lien étroit entre la démocratie sociale, entre la conception de la démocratie de la République française, entre la tradition républicaine française et le modèle social français. Alors, pour réformer ce système, trois grandes mesures. Il faut aller plus loin dans la réforme de la représentativité. Il faut des seuils de représentativité plus élevés, ce qui ferait hurler, ou fera peut-être hurler, certains de mes collègues sociologues ou des syndicats qui estiment que la défense de l'existence de ces multiples syndicats est un élément de la démocratie française. Or, comme le dit Thibault, il y a trop de syndicats et pas assez de syndiqués. Il faut aussi signer des accords qu'avec une majorité, voire une majorité plus importante quand il s'agit d'accords qui engagent vraiment une réforme sociale importante. Et il faut étendre la réforme aux organisations patronales qui n'ont rien à envier aux syndicats en matière d'opacité sur le nombre d'adhérents et sur les ressources financières. Deuxième type de réforme, il faudrait créer des institutions sociales délibératives et autonomes, s'inspirer là de l'exemple néerlandais où il existe des institutions comme en France, il existe un conseil économique et social, comme il existe en France le 16 désormais, sauf qu'aux Pays-Bas ils sont 33, en France ils sont 233, qu'aux Pays-Bas il est difficile pour un gouvernement d'aller contre un avis de ce conseil. De même, il existe aux Pays-Bas une fondation du travail, connue de tous les Hollandais, qui est une organisation paritaire, présidée par alternativement un patron ou un syndicat, là où en France il existe un CNNC, Commission nationale de la négociation collective. Qui connaît le CNNC dans la salle? Presque personne. Les partenaires sociaux, ça gère les conventions, les négociations collectives, c'est présidé par le représentant du ministère du Travail, toujours instituteur du social.
on ne sait jamais ce qu'ils pourraient décider tout seuls, les partenaires sociaux. Et enfin, les avis de ce CNC comptent pour du beurre. Hein, c'est totalement pour la forme. Enfin, dernière piste de réforme, il faut avancer vers une gouvernance partagée des entreprises. Il faut admettre des salariés dans les conseils d'administration. En Suède, c'est à partir de 25 salariés dans l'entreprise qu'il y a des représentants des salariés. Dans tous les pays européens, c'est quelques centaines de salariés. La France est de ce point de vue-là une exception peureuse. Il faut faire diriger les comités d'entreprise par les représentants des salariés et il faudrait réfléchir à l'intégration des parties prenantes, stakeholders, dans les conseils d'administration également. Il s'agit en fait, si on mettait en œuvre ces réformes, ce qui n'est pas fait demain, c'est de 4 ruptures que j'énumère là. Je voudrais juste dire, je ne sais absolument pas quelle est la rupture la plus importante. M'étant particulièrement intéressé au dernier élément, un syndicalisme d'adhérents et nombreux me semble un des éléments les plus difficiles à obtenir. C'est pourtant une condition essentielle. Des acteurs, pour innover, réformer, il faut des acteurs collectifs forts. Or, en France, on pense en permanence que pour innover et réformer, il faut des managers, des présidents d'université, des hauts fonctionnaires qui donnent le là et qui disent comment ça doit se passer. Pour terminer, puisque c'était quand même ça la demande, je propose non pas 3 axes ou 3 pistes, mais 3 démarches de recherche. Un peu dans la logique de ce que j'ai essayé d'expliquer. Premièrement, pourquoi ne pas revenir à ce qu'on faisait dans les années 50, où on envoyait des missions de productivité, à l'époque, aux États-Unis. Pourquoi ne pas envoyer des missions de productivité comprenant des syndicalistes, des patrons ou des représentants de la direction, des chercheurs dans les pays nordiques, regarder de près ce qui se passe. Il y a des travaux, mais il faudrait aller sur place. Deuxièmement, pourquoi ne pas développer dans le domaine social, dans le domaine du travail, ce qui se fait au niveau du conseil, ce qui se fait sous le titre de PICRI pour un certain nombre de recherches sociales et politiques, un programme du conseil régional. C'est-à-dire, il faut financer, à mon sens, des recherches non pas qui regroupent des syndicats et des chercheurs d'un côté, des patronats et des chercheurs de l'autre, ce qui se fait déjà, mais qui regroupent des syndicalistes, des patrons et des chercheurs et qui vont faire ensemble des recherches partenariales, qui vont ensemble questionner les grands enjeux sociaux. Bien entendu, il faut développer, mais je ne sais pas il faudrait l'accentuer, bien entendu, il faut développer des recherches internationales, parce que l'intérêt de la comparaison internationale, c'est de souligner ce qui constitue quand même un point aveugle pour la France. Il y a tout un tas de choses qui se passent en France que quand un étranger visite, il ne comprend pas. Et qu'en France, on ne comprend pas qu'on ne comprend pas. Donc il faudrait interroger le lien qu'il y a entre démocratie et performance. Beaucoup de cadres de la société française pensent qu'il y a une opposition. Regardez la CPU qui a dit que si on installait un conseil académique avec des contre-pouvoirs, les universités deviendraient ingouvernables. Or c'est l'inverse. Excusez-moi de cet écart, mais ça illustre bien, et puis on est tous dans cet univers, c'est l'inverse. Plus il y a de collectif, plus il y a d'intelligence collective, plus on est en capacité. C'est ce qui est valable pour l'innovation en entreprise dans le domaine industriel est valable pour le management des entreprises. Il faudrait interroger, faire des recherches. Il faudrait examiner les exemples. Armand Hatchwell a cité dans son dernier livre un exemple très intéressant. Voilà, il le rappellera peut-être tout à l'heure. Enfin, lisez son livre. C'est quelque chose de possible. Ce que je veux dire par là, c'est quelque chose de possible. Les formes de la négociation, c'est quand même tout à fait étonnant que personne, notamment du point de vue syndical, a vraiment remis en cause le fait que quand on négocie avec le patronat, c'est le patronat qui écrit le texte sur lequel on négocie et qui sort le moment quand il veut, la fameuse concession le dernier jour, alors que, on ne négocie pas comme ça. Et je pense que de ce point de vue-là, la façon dont vous avez l'expérience de l'innovation qui se fait qu'en coopération, elle serait encore plus forte si elle pouvait se faire en relation sociale dans l'entreprise. Merci.